Bonjour, je suis Julie Hunter et je viens de l'entreprise Linagora qui est partenaire dans plusieurs projets avec Anity sur la robotique et le langage. Donc, je vais vous présenter un peu ces projets aujourd'hui. La motivation derrière tous ces projets, c'est qu'on voit plein de contextes où des robots peuvent être des bons collaborateurs, des bons assistants pour les humains. Ils peuvent faire des tâches dangereuses, très précises, très monotone. Il peut aller parfois dans des endroits qui sont difficiles à accéder pour les humains. Donc là, on voit une illustration qui est fournie par Airbus, un de nos partenaires dans le projet CocoPIL. Et on voit dans cette scène, qui est évidemment liée à l'aéronautique, on voit deux robots. D'abord, on a le robot Thiago qui se déplace sur des roues et a soit un, soit deux bras pour faire des tâches de manipulation et d'assemblage. Aussi, on voit le petit robot à quatre pattes, c'est Solo. C'est un robot qui a été créé par nos partenaires dans l'équipe Gepetto au LAS. Et Solo il peut être très efficace pour faire des tâches d'inspection, aussi pour porter des objets. Il est aussi tout petit et très agile. Il peut monter dans des endroits qui sont difficiles à accéder pour les humains. Donc, imaginons que, nous sommes chez Airbus, par exemple. On commande des robots, ils arrivent, ils ont une certaine base de connaissances, ils savent peut-être comment tourner à droite, je ne sais pas, monter l'escalier si c'est Solo. Mais dans leur contexte industriel, ils seront certainement amenés à faire des tâches, des actions, à apprendre des concepts qui sont très particuliers à ce contexte. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? On peut bien sûr programmer les robots pour ces tâches, mais ça exige des compétences en robotique, suivant la programmation. S'il s'agit de faire du machine learning, on peut bien sûr réentraîner des modèles, mais en général, ça nécessite beaucoup de données, souvent des données annotées, et aussi pas mal de compétences en machine learning. Ce qu'on veut, c'est notre industrial moonshot, comme mon collègue Alexandre aime bien dire, c'est de donner au robot une capacité très générale de comprendre la conversation et comment la conversation interagit avec, par exemple, une scène visuelle pour que le robot puisse apprendre à travers une conversation de nouveaux concepts, de nouvelles actions, tout comme les humains. Donc, on va faire un petit zoom sur un cas d'usage qui est plus particulier au projet CocoBots, mais qui est très lié quand même à l'autre. Là, imaginons que le robot doit monter une porte sur un avion. Pour cette porte, il aura besoin de certaines pièces, même peut-être des pièces qui sont déjà un peu complexes, qu'on peut assembler avant de monter la porte. Donc, dans ce projet, c'est un peu une scène similaire à ce que Louise vient de montrer. On a un robot avec un bras qui va mettre des pièces sur une planche à trous, comment dire. Bon, vous voyez un peu dans la photo. Et donc, ça va être des pièces qui sont nécessaires pour faire une certaine tâche, mais aussi des pièces complexes où on va déjà combiner quelques objets, comme vous voyez dans cette scène. Donc, dans cette image, c'est un peu juste, c'est du n'importe quoi, c'est un exemple inventé, mais on voit deux planches rouges, une sur l'autre. Les trucs verts, c'est des rondelles, je pense. On va dire que les trucs jaunes sont des vis, parce que là, j'arrive à mes limites même en anglais pour ce vocabulaire, mais ça, c'est un bolt en anglais. Mais bon, on voit la section à travers. OK? Et puis, voici une conversation pour imaginer, si on veut apprendre à un robot comment construire, comment monter cette petite pièce. Donc, je peux demander au robot, est-ce que tu sais faire un Type 2 bridge? Imaginons que le robot dit non, je ne sais pas comment construire un Type 2 bridge. Je dis OK, bon, pour le faire, on va commencer par placer une plaque jaune sur la planche. Pour que ça couvre deux trous. Est-ce que tu peux me montrer? Imaginons que le robot le fait.
Et puis, quand je le vois, je dis, ah mince, en fait, je voulais qu'il utilise les plaques rouges, pas jaunes. Donc, j'ai dit, mais en fait, on va utiliser que des plaques rouges pour cette tâche. Faites-le. On imagine que le robot, il enlève les plaques jaunes. La plaque jaune, il en met une en rouge. OK. Et je continue, j'ai dit, maintenant, tu peux placer une rondelle dans le trou à droite de la plaque rouge. Et maintenant, il comprend que peut-être je ne suis pas tout à fait très claire. Il me demande, est-ce que je peux utiliser n'importe quelle rondelle? Je dis, oh non, en fait, il faut utiliser une verte. Et puis, je continue avec mes instructions. Pourquoi c'est difficile? Parce que le langage naturel est compliqué. Je lui ai demandé de placer une plaque jaune, mais j'aurais pu bien dire aussi un truc doré. Peut-être j'ai oublié le mot. Je ne suis même pas sûre que c'est le bon mot, en fait. Mais j'aurais pu dire plein d'autres choses. Les instructions peuvent être aussi ambiguës ou pas très précises. Comme le robot a vu, quand moi j'ai demandé qu'il mette une rondelle dans un trou, il a dit bah, j'ai pas toutes les informations nécessaires. Est-ce que ça peut être de n'importe quelle couleur? Et j'ai dit non. En fait, je n'étais pas précise. Après, on peut changer nos plans, on peut faire des fautes, comme moi j'ai fait quand je lui ai demandé de mettre une plaque jaune. Donc, pour les humains, ce qu'on fait pour arriver à avoir une compréhension commune, donc c'est ce dont on a besoin dans ce cas, on cherche à avoir une compréhension commune de ce que le robot devrait faire. On appelle ce phénomène, qui est en fait un phénomène collaboratif linguistique. On utilise la conversation pour arriver à cette compréhension. On appelle ça le conversational grounding. Et là, on voit dans cet exemple, cette version de l'exemple, toutes les parties en gris clair sont enlevées, en fait. Ça ne donne pas des instructions directement au robot de ce qu'il faut faire. Donc, si on veut, par exemple, faire un programme que le robot peut répéter dans un autre contexte, il faut bien sûr enlever tout le contenu qui est en gris clair pour arriver à quelque chose qui est plus similaire de ce qu'on voit à droite dans la boîte bleue. Okay. Les instructions simples. Mais ce n'est pas juste enlever ces informations. Il faut d'abord comprendre comment ces informations servent à arriver au but. Donc, il faut comprendre... J'ai pas de... Bon. Par exemple, la correction. Quand je dis, en fait, on peut utiliser que des plaques rouges pour cette tâche, il faut qu'ils comprennent que ça, c'est une correction de quelque chose que j'ai dit avant. Et il faut comprendre, en fait, la correction, on peut le voir comme un petit programme en lui-même qui dit au robot, il faut enlever une certaine partie de l'instruction avant et mettre cette nouvelle morceau d'information à la place. Donc, il va enlever la partie jaune et mettre rouge à la place. Mais c'est un processus assez compliqué. Il faut aussi, ici, quand moi je dis utiliser une rondelle verte, un truc vert, il faut qu'ils comprennent que moi je réponds à sa question. C'est pas juste, je parle pas de n'importe quel truc vert. En fait, en répondant à sa question, ma réponse se porte forcément sur la rondelle. Et il faut qu'ils comprennent ça. Donc, toutes ces relations qu'on voit dans nos conversations sont très importantes pour nous. On veut que le robot, on veut créer des modèles en fait, plus généraux de conversation où non seulement est-ce qu'on sait quelles informations on a enlevées à la fin, mais comment les autres informations servent à arriver au contenu souhaité, au contenu final souhaité. Et là, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup l'Inagora. Mon entreprise, on travaille sur les assistants vocaux et on aimerait bien avoir, bien sûr, des assistants vocaux qui peuvent interagir, même s'ils ne peuvent pas se déplacer, ils peuvent utiliser des informations visuelles pour donner des bonnes recommandations, par exemple. Mais aussi, en fait, ce phénomène est très, très général. Même dans les réunions où on n'a pas de tâches collaboratives à faire, si on doit discuter, si on doit prendre une décision, décider sur une action à faire,
il y a pas mal de conversational grounding qui arrive. Et du coup, si on veut faire, par exemple, un résumé à la fin, un résumé automatique, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup aussi, il faut faire la même chose. Il faut savoir quelle partie de la réunion on peut ignorer, mais aussi, parmi ces parties, quelles parties sont importantes pour arriver au résumé final. Et même là, on peut voir un peu le programme comme un résumé final de ce qui a été passé ici. Ce qui s'est passé ici. Donc maintenant, je passe à l'autre défi, qui est très important pour Airbus. Donc même si on se concentre sur une instruction simple comme va chercher la perceuse, c'est très très important non seulement que le robot puisse faire le lien entre le langage et l'action à faire, mais qu'ils peuvent exécuter cette action dans un contexte qui est changeable. Donc peut-être que quand le robot est arrivé, il n'y avait pas d'avion. Maintenant, il y a un grand avion au milieu de la salle. Il faut qu'il sache comment contourner l'avion. Peut-être la perceuse n'est pas où elle était hier. Il faut qu'il la trouve quand même. Donc, il faut utiliser la vision, sa compréhension du langage pour trouver le meilleur trajet sans que ça soit programmé en dur. Et donc, finalement, je veux dire que ce qui est très, très important pour le projet, c'est de pouvoir combiner toutes ces parties qui sont importantes pour nous. Quand on prend un mot comme rondelle, et le robot comprend ce que c'est une rondelle, on aimerait bien que, une rondelle verte, par exemple, on aime bien que quand c'est dans une phrase complète, il comprend toujours rondelle verte, comme il faut, mais quand les instructions deviennent de plus en plus compliquées, quand on ajoute des corrections, etc., que tout cet ancrage entre le langage et le scène visuelle, que le robot peut garder ça. Donc, il faut garder la structure, en fait, qui est pour nous une structure linguistique. Et pour cette tâche, on pense bien qu'il va falloir prendre une approche hybride où on amène des connaissances que nous avons côté langage pour la structure linguistique, pour guider en fait cette composition entre le contexte non linguistique et le contexte linguistique. On espère aussi qu'une approche hybride va nous permettre non seulement d'aller plus rapidement, mais de travailler avec moins de données, bien sûr. Et juste pour conclure, je vais vous donner juste une vue sur les 3 projets dont je parle. Cocopile, c'est un projet de la région Occitanie qui a comme partenaire Airbus, Toward, qui est partie de Power Robotics, et aussi Linagora, bien sûr, et Anity. Cocopile concentre beaucoup sur la partie ancrage multimodal grounding, je ne sais pas comment dire, mais c'est le lien entre le langage et la scène visuelle. Et aussi sur cette question de comment combiner, quand les instructions deviennent de plus en plus compliquées, est-ce que cet ancrage est gardé? En termes de contexte, on se concentre sur les tâches de navigation et manipulation. Cocobot, c'est un projet franco-allemand qui a comme partenaire l'University of Potsdam, Synergeticon et Linagora. Et là, on se concentre un peu plus sur le côté, pour le moment, on se concentre beaucoup plus sur le côté conversationnel, mais aussi sur le défi d'utiliser des programmes qui sont plus simples, comme faire stack 2 blocks, pour faire des programmes plus complexes, comme faire un tour, quelque chose comme ça. Donc, c'est des tâches d'assemblage. Et enfin, il y a Discuter, qui est un projet Astrid, financé par la DGA. Et là, on se concentre beaucoup sur la structure discursive, mais aussi la question, qu'est-ce qui se passe quand le robot, quand il y a un conflit entre ce que le robot pense que va se passer et ce que la conversation lui dit va se passer. Donc, comment il va corriger en fait ces conflits, comment il va reconnaître quand lui et son interlocuteur ne sont pas sur la même longueur d'onde, comment il va corriger son plan. Et je pense que je vais arrêter là. Je ne sais pas combien de temps j'ai pris. Bon, j'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julie. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui.
Et bonjour. Je me demandais si vous travaillez avec des linguistes dans le cadre de ces projets et comment cette collaboration se fait. Donc, quel est l'apport du linguiste dans ces types de projets? Oui. Bon, en fait, oui, moi je suis linguiste en fait, c'est ma formation, c'est un peu aussi avec Nicolas qui est dans les projets, c'est un peu notre contribution. Donc on a travaillé beaucoup dans les modèles de discours. Donc si on revient ici, comme je disais, c'est très important de reconnaître la relation entre la réponse et la question et la correction, comment modéliser toutes ces interactions. C'est ce qu'on fait depuis beaucoup d'années. Ouais. Et donc, c'est justement l'opportunité d'appliquer ce qu'on a fait au niveau linguistique. Oui, assez problématique. Et la planche que j'ai sautée, c'est justement, oui, les chercheurs que nous travaillons avec, on a des backgrounds très, très différents, en fait. Et on est toujours dans la première année des projets. Et je pense qu'une bonne partie de la première année était juste focalisée sur c'était juste pour qu'on puisse arriver à parler la même langue, en fait. Ouais, comprendre les problèmes de la même manière. Une autre question, oui. Bonjour. Du coup, si vous êtes linguiste, j'ai peut-être une question plus proche, comme ça. Okay. Quelle vous pourriez répondre par rapport au niveau de langage et par rapport aux différentes langues que pourrait rencontrer le robot s'il y a plusieurs langues qui sont parlées dans un même endroit? Est-ce que c'est des questions que vous traitez ou est-ce que c'est peut-être plus tard? Et est-ce que du coup, au niveau du niveau de langage, il y a des spécificités à apprendre au robot, notamment par rapport aux termes spécifiques? Est-ce que c'est une question, enfin je sais, est-ce que c'est une question qui va venir plus tard ou est-ce que c'est une question parce que du coup j'imagine qu'en fonction de personnes que le robot rencontre aussi, c'est aussi une question linguistique. Pardon, c'était un peu rapide pour moi. Est-ce que la question porte sur les différentes langues, c'est ça? C'est sur les langages. Est-ce que il est prévu de travailler sur plusieurs langages? Est-ce que c'est déjà le cas? Est-ce que tu peux dire plus là-dessus? Bon. Et le niveau de langage aussi. Le niveau de langage, c'est-à-dire soutenu, c'est ça? Ah oui. Ah, c'est bon. Déjà, bon, je vais répondre à une petite question. Déjà, au niveau juste du langage, de la langue choisie, il fallait dire que pour CocoBots et CocoPeel, pour le moment, c'est l'anglais. Oui, c'est vrai que CocoPeel. CocoBots, c'est un projet franco-allemand, donc tout sera en anglais. Discuter, c'est en français. Donc, on fait la collection des données en français. Au niveau du niveau du langage, c'est quelque chose qui s'intéresse beaucoup nos collègues au LAS qui sont dans le projet discuter. En fait, comment ajuster le langage dans différents contextes. Je ne pense pas, honnêtement, que c'est une question qu'on va pouvoir aborder dans ces projets, mais c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup dans un deuxième temps, dès lors qu'on a juste de modéliser la conversation en place. Ouais. Merci. Oui, Jean-Michel. Une autre question? Oui. J'ai une question. Est-ce qu'il est pertinent d'apprendre aux robots à comprendre notre langage? Est-ce qu'on ne peut pas aussi faire l'inverse, essayer de vouloir apprendre à l'humain à parler au robot, peut-être avec un langage plus codifié, plus simplifié? Est-ce qu'il y a des embeddings qu'on pourrait chercher qui seraient optimaux, qui feraient une espèce d'équilibre entre les deux? Je pense que c'est une très bonne question. Et en fait, ce que je vois déjà dans la collection de données, qui reste toujours dans un stade pilote, on va dire, c'est que les humains ont une tendance assez naturelle de se rapprocher aux robots et de simplifier leur langage. Après, je pense que ça va se faire un peu naturellement, au moins dans un premier temps. Mais je pense qu'au niveau de l'ambiguïté, au niveau des fautes qu'on peut faire, même si on essaie de se rapprocher des robots dans leur langage, on va quand même faire des fautes. On doit savoir les corriger,
on va quand même oublier de donner des détails quand il en faut. Et c'est justement pour avoir cet échange quand même, pour remplir les détails. Je pense qu'on ne peut pas éviter ça.